Et voilà, bonjour. Donc, on se retrouve pour une nouvelle commission d'enquête, une nouvelle audition. Et aujourd'hui, on est avec Monsieur Xavier Petraki, qui est délégué syndical CGT à Airbus. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Avec je vous laisse la plaisir. parole peut-être pour nous parler un petit peu du ressenti des salariés, des délégués syndicaux d'Airbus sur la situation actuelle. La situation actuelle, eh bien, elle est quand même très compliquée. Ça, je pense que ce n'est pas une surprise. Airbus a décidé en fait de fermer 4 jours en début mars, donc suite en fait aux propos du président de la République d'annoncer le confinement. Donc à la suite de cette annonce, il y a 4 jours qui ont été fermés totalement sur l'ensemble des sites d'Airbus en France, puisque bien sûr Airbus gère la situation pays par pays en fonction des différentes annonces de gouvernement dans chaque pays. Donc pour la France, ça a été une fermeture de 4 jours, sachant que ces 4 jours ont été pris sur une période que l'on posait entre Noël et le 1er de l'an, qui est une période, en fait, on fait 1 heure de plus par semaine, et donc ça nous capitalise un certain temps qui était posé entre Noël et le 1er de l'an, et donc ces 4 jours ont été pris sur cette période-là. Ce qui fait qu'entre Noël et le 1er de l'an, l'usine sera ouverte. Et ensuite, Airbus donc, a décidé très vite de reprendre le lundi 23 mars. Et c'est à partir de là où il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. À la fois une incompréhension, puisqu'on était quand même au pic de l'épidémie et c'était donc les mesures de confinement très strictes qui commençaient à être données. Et Airbus qui annonce cette reprise. Donc ça a quand même surpris à la fois les salariés, mais je pense aussi tout l'environnement extérieur, que ce soit les politiques ou les autres. Et derrière cette reprise, les sous-traitants aussi, qui, en fonction du donneur d'ordre Airbus, se sont sentis obligés, eux aussi, de reprendre l'activité. Et donc ça nous a mis vraiment dans une certaine colère, il faut dire. Donc très vite, la direction a quand même négocié des accords pour cette reprise progressive pendant 15 jours. Donc ça s'est fait en fait de différentes manières. À la fois ceux qui pouvaient revenir sur le site, c'était uniquement des volontaires. Donc ils étaient en 2 équipes avec 2 heures à 3 heures entre les 2 équipes de façon à nettoyer tous les postes de travail, les outils, etc. Et ensuite, il y avait ceux qui pouvaient télétravailler. Donc, ceux-là, c'est une majorité de salariés, notamment chez les cadres, qui ont pu télétravailler. Et ceux qui ne pouvaient pas venir sur le site et qui n'étaient pas dans les conditions de garde d'enfants ou eux-mêmes infectés ou ayant des proches qui étaient infectés ou des personnes à risque, eh bien, ils ont des jours à récupérer jusqu'en juin 2021. Ça veut dire qu'Airbus, avec cette annonce de reprise à 23 mars, a mis aussi les salariés dans une situation de les faire bosser pour récupérer ces jours non travaillés. Donc ça a été quand même assez surprenant, assez bizarre, parce qu'on a vu les négociations qui se faisaient dans d'autres entreprises de même taille, dans l'aéronautique notamment, qui n'étaient pas du tout sur la même posture. Donc c'est un peu ça qui fait la différence d'Airbus peut-être par rapport à d'autres entreprises. Aujourd'hui, on est dans une autre situation puisque on envisage donc les choses pour le mois d'avril. Là, il y a un nouvel accord qui a été encore négocié et qui propose donc des 15 jours de fermeture sous forme de roulement, c'est-à-dire c'est des congés qui sont posés sous forme de roulement, mais c'est 15 jours de congés ou de repos qui doivent être pris sur le mois d'avril. Et pour certains, en fonction des nécessités de service, ça peut s'étaler jusqu'à fin juin. Mais en tout cas, il y a l'obligation de prendre 15 jours de congés ou de repos jusqu'à fin juin, de façon à diminuer comment dire, en fait, le travail, les possibilités de travail, y compris en télétravail, et de façon en fait à anticiper sur la baisse d'activité à venir, même si on sera dans la période de déconfinement. Voilà en 2 mots pour donner un peu le cadre aujourd'hui de la situation à la fois d'Airbus, mais aussi, j'en parlerai plus tard, de la sous-traitance. Ok, merci beaucoup pour ce premier cadrage. La première question qui me vient, c'est je pense que la question que se pose pas mal de gens qui ne travaillent pas forcément à Airbus, qui se demandent est-ce que finalement maintenir dans la période actuelle les activités d'Airbus, c'est indispensable ou pas?
Et pour poser la question autrement, est-ce qu'il y a des activités aujourd'hui dont on peut considérer qu'elles restent essentielles malgré le temps de l'épidémie? Je ne sais pas, par exemple, des activités liées à de la maintenance, à de la surveillance, qui ne pourraient pas être exercées en télétravail. Et est-ce qu'au contraire, il n'y a pas des activités type relancer les chaînes de production, reproduire des nouveaux avions qui, elles, pourraient être mises à l'arrêt? C'est quoi votre regard là-dessus? Alors, on est un peu à contre-courant par rapport aux autres organisations syndicales, il faut quand même le dire, puisque nous, on demandait à ce qu'il y ait l'arrêt des activités non essentielles au niveau des sites d'Airbus. Dans ce qu'on préconisait en termes de non essentiels, c'était tout ce qui était lié en fait à la fabrication, à l'assemblage des avions, que ce soit au niveau des éléments qui sont faits dans les usines de l'Ouest notamment, ou que ce soit l'assemblage final qui est fait sur Toulouse. En fait, la reprise d'activité qui a été préconisée par Airbus a été malgré tout de continuer l'assemblage et de maintenir les livraisons qui étaient au départ prévues. C'est-à-dire qu'il y a eu une diminution forcément du trafic aérien. Aujourd'hui, on est à 90% au niveau national, au niveau international, pardon. Donc c'est quand même assez énorme, mais au début de la reprise, on n'était pas encore à ces niveaux-là. Donc effectivement, il y avait encore un peu de trafic aérien, mais les compagnies commençaient à sentir un peu le pire arriver, et c'est sûr qu'ils n'avaient pas forcément envie de prendre livraison de leur avion. Pourtant, c'est ce qu'Airbus a signifié comme argumentation, c'est de dire la reprise du travail, elle doit honorer les livraisons des clients. Donc les premières reprises qui ont été faites, c'est essentiellement sur les chaînes de production, puisque tous ceux qui sont en télétravail, en fait, notamment au bureau d'études, ont pu continuer à l'être. En fait, il y a quand même eu une priorité au télétravail quand c'était possible. Mais pour toutes les personnes en production, c'est impossible de télétravailler, que ce soit les techniciens ou les ouvriers, voire même les ingénieurs qui sont liés à la production, c'est impossible de télétravailler. Donc, il faut être sur le site pour accomplir l'ensemble des tâches. Donc, il y a quelques équipes qui sont revenues dès le 23 mars, mais très vite, ils ont vu que c'était très difficile à continuer à travailler dans les conditions de mise en œuvre des mesures barrières. Donc, en plus, ils étaient quand même largement en sous-effectif. Donc, il y a quand même des tâches qui sont impossibles à effectuer s'il n'y a pas un certain nombre de salariés pour le faire. Donc, en fait, cette reprise, elle a été plus dans la communication que effective. Alors, pendant une semaine, ils ont essayé de voir comment envisager une reprise avec une augmentation du nombre de salariés. Donc, on parlait d'un ramp-up de 30% des effectifs. Là, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est pas du tout à 30%, on est autour d'entre 10% des effectifs qui sont sur la production, concentrés essentiellement sur la production, puisque le reste du personnel est en télétravail. Donc, c'est pour ça que quand la direction nous a sollicité pour signer des accords sur cette reprise à partir du 23 mars, nous, on était un des seuls syndicats, la CGT, à ne pas souhaiter valider ces accords-là, parce qu'on considérait effectivement que ce n'était pas essentiel. Alors, il y a forcément des tâches qu'il faut effectuer, comme effectivement la maintenance, peut-être le suivi des compagnies, parce qu'il y a quand même des avions qui volent. Il y a aussi la mise, comment dire, la mise sous le fait que les avions ne volent pas, ça demande aussi de la maintenance. Donc, il y a sûrement des personnes du bureau d'études qui sont sollicitées pour voir les meilleures conditions pour protéger les avions quand ils ne volent pas. Quand ils volent, il faut les assurer, mais quand ils ne volent pas aussi. Voilà, notamment tout ce qui est autour des moteurs, etc. Bon, il y a quand même des actions de maintenance à faire, de façon à conserver les performances de l'avion. Donc tout ça, c'est des tâches effectivement qu'il faut pouvoir effectuer, mais ça concerne que moins de 5% de l'effectif de l'entreprise. Donc nous, nous a semblé que il y avait quand même une volonté d'Airbus, y compris vis-à-vis des marchés économiques, d'assurer que Airbus avait toute la capacité de reprendre quelles que soient les mesures gouvernementales. On voit aujourd'hui avec le recul que c'était un pari, à mon avis, audacieux vis-à-vis des marchés peut-être, mais ça n'a pas marché puisque la bourse a continué à s'écrouler et donc l'action d'Airbus qui était à 135, 136 euros fait aujourd'hui autour de 40 ou 50 euros. Donc, malgré ces actions de communication, ça n'a pas empêché comment dire, le niveau de la bourse de s'écrouler et l'action d'Airbus avec. Donc, voilà, nous, on est vraiment les seuls, puisqu'aujourd'hui, il y a 4 syndicats représentatifs sur l'entreprise, Force ouvrière qui est majoritaire, la CGC
et la CFTC, et donc la CGT qui arrive en dernier. La CFDT n'est plus représentative depuis les dernières élections. Et donc, on est le seul syndicat à ne pas signer ces accords. Les autres syndicats argumentent que dans la période, il faut sauver le business, il faut sauver l'entreprise. Et on a le sentiment aussi qu'il y a certains salariés qui ont peur des licenciements à venir. Donc, il y a aussi, au départ, c'était des volontaires qui revenaient. Aujourd'hui, c'est moins des volontaires. D'abord, parce qu'on pique des jours de congé aux gars. Donc, ils reviennent pour ne pas avoir de congés trop supprimés. Mais il y a aussi la peur du licenciement, notamment pour les plus jeunes. Ce n'est pas que dans la sous-traitance. Aujourd'hui, ils ont quasiment remercié tous les intérimaires. Tous les intérimaires qui finissent fin avril ne sont pas repris. On a les intérimaires qui ont des contrats CD2I, qui donc sont des contrats à durée indéterminée de l'intérim. Et là, ils sont dans une posture un peu particulière, mais ils ne sont plus sur le site. Et au niveau de la sous-traitance, il y a très peu de sous-traitants sur le site. Et voire au bureau d'études, a priori, le bureau d'études va réinternaliser une majorité de tâches qui étaient effectuées par la sous-traitance. Donc, c'est vrai que du point de vue de l'économie, je pense que peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Et c'est ça aussi qui fait que nous, on souhaitait que l'entreprise ferme, y compris pour rassurer les salariés, à la fois sur le côté médical, évidemment, le côté sanitaire, mais aussi pour dire, quand on va reprendre, on reprend tous en bonne santé et on essaye justement de limiter la casse au niveau économique. Ok, merci. On va venir sur On la n'a pas été sous-traitance. très entendu. Ouais, mais peut-être pas dans l'entreprise, mais je pense que dans la population, vous l'êtes, à mon avis. Juste une dernière question sur cette histoire de chaîne de production. J'ai bien compris qu'il faut distinguer des tâches qui, elles, on pourrait considérer qu'elles restent essentielles malgré le fait qu'on soit dans cette situation-là, et des tâches de production d'avions qui, elles, ne le sont plus. J'ai entendu, je crois que c'était Monsieur le maire, le ministre, relayer la parole de la direction d'Airbus qui dit mais le problème, c'est que si on arrête les chaînes d'assemblage des avions, en réalité, ça met beaucoup de temps à redémarrer, donc c'est très difficile de les arrêter. Alors, j'aimerais bien avoir votre regard à vous sur ça, parce que vous connaissez les choses mieux que moi. Moi, je doutais un peu de ça, parce que à partir du moment où ça a été déjà arrêté pendant plusieurs jours, je ne vois pas le problème de les arrêter pendant plus longtemps. Mais est-ce que vous avez un regard là-dessus? Le problème, c'est effectivement les salariés sont en équipe, etc. Donc, mais en fait, on peut tout à fait arrêter des chaînes d'assemblage. C'est le cas l'été. L'été, il y a 15 jours de fermeture tous les étés sur les chaînes d'assemblage, justement pour faire notamment des opérations de nettoyage, de maintenance, des outillages, etc. Donc, on aurait pu tout à fait profiter de cette période pour dire, on fait pareil, on arrête les chaînes. Et on fait des opérations de maintenance, il y a toujours des choses à faire, etc. Des révisions, enfin bon, voilà. Mais c'est pas si compliqué que ça d'arrêter des chaînes d'assemblage. On n'est pas dans l'industrie sidérurgique où quand on chauffe un four, effectivement, il faut un mois pour le remettre en service. Nous, les chaînes d'assemblage, on peut les remettre en service très rapidement. Il y a effectivement les avions qui sont en fin d'assemblage qui sont prêts à être livrés, où là, il y a effectivement des opérations de finition qu'il faut peut-être faire pour que les avions soit sont livrés, soit sont mis en attente de livraison. Oui, ça fait partie peut-être des tâches essentielles, mais quand on est en milieu d'assemblage d'un avion, on peut tout à fait arrêter, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je pense que c'est ce qui se passe tous les étés. Alors, la différence, c'est que l'été, on le planifie. Donc, on peut aussi anticiper certaines opérations qu'il faut finir avant de mettre en sommeil la chaîne. C'est peut-être ça, peut-être qu'aurait pu être prévu. Mais jusqu'à ce jour, Airbus ne nous a jamais détaillé les tâches essentielles qui devaient permettre justement cette reprise. Et c'est ça qu'on a demandé à la direction qui ne nous a jamais fourni, c'est la liste des tâches essentielles, de façon à dire, voilà, ça concerne tant d'effectifs, tant de services, et les autres, soit ils restent confinés chez eux, soit ils sont mis en chômage partiel, etc. Le problème depuis le début, c'est que la direction ne veut pas, et ça on n'a jamais compris pour l'instant pourquoi, faire recourir au chômage partiel.
Voilà. Et tout le problème, en fait, il est autour de ça. Il y a des entreprises qui ont, dès le départ, mis les salariés en chômage partiel, en attente même des réponses des directs. Par contre, Airbus a préféré en fait utiliser soit le recours à des accords pour prendre des congés, etc., plutôt qu'avoir recours au chômage partiel. C'est la dernière. Alors, et ça, est-ce que ce sont des directives gouvernementales? Est-ce que c'est lié au fait que l'État a mis de côté un certain nombre de millions ou de milliards et que les grandes entreprises, on leur dit, prenez d'abord sur les congés et les compteurs des salariés avant de vous mettre en chômage partiel. Mais je pense que toute la complexité de la situation, elle est due à ça. Ok, c'est clair. Alors, peut-être deux mots là-dessus. Donc, c'est pour bien comprendre ce que vous avez dit dans votre propos liminaire et que vous venez de répéter à l'instant, c'est que pour l'instant, toutes les mesures d'aménagement, donc c'est-à-dire pour des salariés qui ne pourraient pas être en télétravail, mais qui, pour des raisons sanitaires, ne pourraient pas se rendre, ou pour des raisons de baisse de l'activité, ne pourraient pas se rendre sur le site de travail, pour l'instant, on leur demande en réalité de prélever sur leur congé et à aucun moment, pour l'instant, Airbus n'a fait appel à un dispositif de chômage partiel. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. Il y a eu donc 3 accords. Donc après le 23 mars, il y a eu un accord donc pour effectivement la reprise partielle d'activité. Et pour ceux qui n'étaient pas donc dans les situations de garde d'enfants, de confinement dû, par exemple, au fait qu'ils étaient éligibles sur le compte Amélie parce qu'ils étaient des personnes à risque, etc., eh bien, ou qui n'étaient pas en télétravail, devaient donc revenir sur le site. Pour tous ceux qui ne pouvaient pas, pour X raison, revenir sur le site, il fallait qu'ils prennent au départ, c'était donc ce qu'on appelle l'aménagement de temps de travail, mais après, c'était en fait que des mesures visant à récupérer le travail non effectué. On est dans la récupération. Donc, pendant les 15 premiers jours, à partir du 23 mars, donc c'est la semaine 13 et la semaine 14, tous les jours non travaillés sont à récupérer jusqu'en juin 2021. C'est de la récupération. C'est aussi une mesure pour maintenir les salaires à 100%, il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de salaire sur le mois de mars. Voilà. Donc la direction a avancé les salaires sur du travail non effectué. Voilà. Alors nous, on a considéré que le confinement, ce n'était pas des congés et que vu les bénéfices d'Airbus, ils pouvaient se le permettre. Mais bon, donc, encore une fois, tout ce qui n'est pas travaillé doit être récupéré. Pour les semaines, à partir de la semaine 15, donc 15 jusqu'à 18 et au-delà, là, on prend sur nos congés ou nos compteurs RTT, compte épargne-temps, etc., etc. Donc pour l'instant, les mesures de chômage partiel ne sont envisagées que si la situation économique viendrait à le demander. C'est-à-dire que je pense qu'on va aller vers la fin de période de confinement, on va dire fin avril au pire. Donc, vraiment, tout le monde pense qu'il y aura une reprise au mois de mai, sauf que la dégradation de la situation économique, le fait que les compagnies aériennes risquent de décaler leur livraison, fait qu'on peut se retrouver en activité partielle de ce fait-là, non plus du fait de la situation sanitaire, mais du fait de la situation économique. C'est autre chose. Et je pense qu'Airbus, en fait, peut-être a anticipé cette période-là en disant, et c'est peut-être aussi les consignes, et je pense, on est plusieurs à penser que c'est sûrement les consignes aussi du gouvernement et de Bruno Le Maire en personne, de dire épuiser d'abord les compteurs des salariés avant d'envisager l'activité partielle, parce que l'activité partielle risque de durer un certain temps. On nous prévoit en fait une reprise normale autour de fin 2021, du fait que les compagnies aériennes sont quand même dans des difficultés extrêmes. C'est peut-être le secteur économique qui est le plus en difficulté. J'entendais ce matin sur France Inter qui le confirmait, en étant le secteur qui risque d'avoir le plus de problèmes pour repartir à la normale. Entre la normale, on ne sait pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'on peut aussi envisager un avenir un peu différent de celui qu'on a connu jusqu'à présent. Mais ça, c'est une autre discussion. Ouais. Non, d'accord. Donc, parce que j'entends ce que vous dites sur les consignes gouvernementales, parce que, sauf erreur de ma part, pour une entreprise comme Airbus, faire appel ou faire recours à un dispositif de chômage partiel, en réalité, ça ne lui coûte rien à l'entreprise elle-même. C'est à l'État que ça coûte et ça coûte une partie aux salariés parce qu'ils voient
ils ne sont pas à 100% du salaire et plutôt à 84 ou 85%. Enfin, vous devez connaître ces chiffres-là mieux que moi. Ouais, c'est ça, hein? 84%. D'accord. Donc, en En fait, c'est réalité, 70% du brut. Ça revient à 84% du net avec le jeu des cotisations sociales, puisque les mesures de chômage partiel sont assimilées à des mesures de chômage, et donc les cotisations sociales ne sont pas les mêmes quand vous êtes chômeur et quand vous êtes en activité. Donc la différence entre le net et le brut, c'est celui-là, c'est 70% du brut, ce qui revient à 84% du net. et donc pour l'entreprise, par contre, ça coûte rien, c'est 100%. Alors pour l'entreprise, ça ne coûte rien et c'est pour ça que nous on demandait à ce qu'il y ait un complément fait par l'entreprise, on appelle ça un abondement qui aille jusqu'à 100% de prise en compte du chômage partiel. Ça a été fait dans certaines entreprises, par exemple comme Alstom, où ils prennent 100% du chômage partiel, donc le complément des 16%. C'est vrai en partie chez Thales, où pour les salaires de moins de 2500 euros, 2500 euros, non, 2300 euros, pardon, ils prennent à 100% le chômage partiel. Voilà. Donc, il y a quand même des entreprises qui ont fait des accords sur le fait que dès qu'ils seraient en activité partielle, les entreprises feraient le complément. Ce n'est pas le cas pour Airbus. L'accord qui vient d'être signé prévoit un complément à 92%, donc c'est un peu plus que les 84%, mais en contrepartie, les personnes qui sont cadres en forfait jour, suivant la convention collective de la métallurgie, ils devraient être indemnisés à 100% en chômage partiel, c'est la convention collective, parce qu'il pensait que ça n'arriverait jamais. Et donc, en règle d'équité entre les salariés cadres et non cadres, ils ont coupé la poire en deux. Donc, de 84% pour les non cadres, ils sont passés à 92%, et pour 100% pour les cadres, ils ont descendu à 92%. Ce qui fait qu'en fait, pour la direction, on est en train de faire les calculs, mais on se rend compte que même la direction y gagne au bout du compte, parce qu'il y a sûrement, au niveau de la population, sur Toulouse, il y a à peu près 15 000 salariés plus SAS, ça fait 10 000 de plus, 25 000 salariés. Sur ces 25 000 salariés, il y a plus de 10 à 12 000 cadres qui sont tous en forfait jour. Donc, on s'aperçoit que le complément qui est fait pour les non-cadres, il est payé par la baisse de financement qui est due aux cadres. Voilà. Donc, vous voyez… Juste pour bien comprendre, là, j'ai juste une difficulté à comprendre quelque chose. L'accord dont vous venez de parler, c'est dans quel cadre? Puisque pour l'instant, on est plutôt sur le fait qu'on prélève sur les congés. C'est le même accord qui prévoit à la fois pour le mois d'avril la prise de 15 jours de congé ou de repos pendant donc la période d'avril et une activité partielle pour les semaines à venir. Voilà, le même accord prévoit les deux moments. Et donc, pour le moment de l'activité partielle, c'est donc indemnisé à 92% au lieu des 84%, sachant que pour les cadres, c'est normalement la convention collective, c'est 100%, et pour les non-cadres, c'est 84%. Alors, c'est la première fois aussi qu'on a une inversion de la hiérarchie des normes. Je voudrais juste dire deux mots là-dessus. C'est que cette convention collective ne date pas d'aujourd'hui, elle date de 1998, donc on est en 2020, et donc elle prévoyait que s'il y avait un recours au chômage partiel, c'est-à-dire ce qu'on appelle une activité partielle, les cadres au forfait jour seraient indemnisés à 100%. C'est pour ça que souvent, quand il y a le chômage partiel, les cadres ne sont pas mis en chômage, et ils préfèrent les laisser en télétravail, ou, voilà, etc. Puisque de toute façon, ça revient au même. Et là, pour la première fois, cet accord inverse la hiérarchie des normes, puisque c'est un accord qui se substitue en fait à quelque chose de mieux disant. Et la convention collective, elle est mieux disante, mais malgré ça, elle ne s'applique pas, puisque vous savez que depuis les lois Macron, eh bien, un accord d'entreprise majoritaire peut s'appliquer, même s'il est moins disant que la convention collective ou que la loi. Eh bien, c'est la première fois que ça se fait au sein d'Airbus. Et donc, voilà, pour nous, c'était aussi un des points sur lesquels on ne pouvait pas signer l'accord, mais ça n'a pas empêché les autres syndicats de le faire. Merci, c'est clair et c'est important, je pense, d'avoir donné cet élément parce que je pense que ça démontre les conséquences concrètes de quelque chose qui pouvait apparaître abstrait, un peu la loi sur le code du travail. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne quand ça s'applique réellement. Alors merci, je pense que sur la partie
j'ai envie de dire chômage partiel, etc., pour pas vous prendre trop de temps. Je pense je dis pas qu'on a fait totalement le tour, mais en tout cas, on a eu un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'on peut venir peut-être sur deux autres parties sur lesquelles je voulais vous interroger? La première, c'est la question de la protection des salariés qui sont obligés de continuer à travailler, même si c'est pas la position que vous avez exprimée. Hein, mais pour autant, il y a des salariés qui viennent sur des chaînes d'assemblage. Airbus prétend avoir mis en place des mesures de protection sanitaire extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Est-ce qu'elles sont tenables? Est-ce qu'elles sont sérieuses de votre point de vue? Et deuxièmement, parce que je sais que c'est un sujet que vous suivez aussi syndicalement, comment la sous-traitance qui est obligée quand Airbus dans la région toulousaine se met en route, c'est des sous-traitants qui doivent se remettre en route. Est-ce que ces sous-traitants, il leur est imposé aussi des conditions sanitaires particulières? Alors, sur les salariés d'Airbus, on a bien sûr des délégués qui viennent sur le site justement pour faire le tour un peu des situations et voir si les mesures barrières sont bien appliquées. Donc, la première des choses qui a été faite, c'est les mesures de distanciation. Donc, ça a été un peu compliqué parce que dans un avion et à l'intérieur d'une cabine, rester à 1 mètre les uns des autres, c'est un peu compliqué. Donc, pour essayer de parer à ça, Airbus a fourni des combinaisons, un peu les combinaisons de peintre ou de salle blanche, voilà, avec des capuches. Ensuite, bien sûr, il y avait masques et gants à disposition. Masques quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand il y a aussi une proximité entre différents salariés. Et après, à chaque fois qu'on passait donc au tourniquet, il y avait une prise de température qui était faite par le service sécurité. Voilà. Donc, il y a des prises de température systématiques. Il y a des combinaisons qui sont données, il y a les gants, les masques, il y a les mesures de distanciation. Donc, les hiérarchies sont revenues justement pendant la période de fermeture de 4 jours pour essayer de marquer au sol qu'est-ce que représentaient ces fameux 1 mètre de distanciation pour se faire voilà, un ordre d'idée, y compris dans l'avion. Donc, voilà, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est ce qui a en fait limité le nombre de retours sur le site. Parce que le fait de respecter ces mesures de protection, effectivement, du coup, ça limite le nombre de salariés qu'on peut avoir habituellement sur un site. Donc, sur les chaînes de production, on a 3 chaînes aujourd'hui. On a la chaîne à 320, la chaîne à 350 et la chaîne à 330, puisque la 380 est un peu mis en sommeil, puisqu'il reste deux avions à faire. Donc, sur la chaîne A320, l'avion est beaucoup plus petit. Donc, là, c'est des mesures qui ont été prises les plus drastiques, puisque là, c'était systématiquement des combinaisons, les mesures de distanciation, etc. Sur la 350 et la 330, où c'est un peu plus gros, en fait, il y avait très peu de personnes sur les chaînes. Hein. Là où il y a des équipes de 30 personnes, il y avait 2 à 3 salariés, quoi. Donc, effectivement, et en plus en 2 équipes. Donc, ils ont mis en place des équipes, comme je le disais tout à l'heure, A et B, bleu ou rouge au bureau d'études, A et B sur les chaînes de production, qui font 6 heures midi et 15 heures, 21 heures, donc 2 fois 6 heures au lieu de 2 fois 8 heures. Donc, ils ont diminué le temps de travail. Par contre, il n'y a pas de temps de pause. Il n'y a plus, bien sûr, de restauration sur place. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis les temps d'équipe, on va dire, autour de la pause méridienne. Donc, les gens se restaurent chez eux. Et ensuite, le lavage des bleus est fait par chaque salarié. Donc, en fait, les vestiaires sont aussi modifiés, c'est-à-dire que les vestiaires, il y a aussi du confinement. Donc, c'est un vestiaire sur 2, c'est un lavabo sur 2. Enfin, voilà, il y a plein de mesures qui ont été prises de façon à limiter cette fameuse mesure de distanciation. C'est peut-être le plus difficile au bout du bout à respecter. Parce qu'une fois qu'on a mis un masque, des gants, bon, voilà, on se sent protégé. Il faut mettre aussi les équipements aussi de sécurité, ce qu'on appelle les EPI. Donc, en plus de tout ça, hein, c'est-à-dire voilà, les chaussures de sécurité, la casquette, enfin, etc. Donc, c'est vrai que c'est quand même très compliqué. Alors, pour les sous-traitants, il y a 2 types de sous-traitance. Hein. Il y a la sous-traitance qui est faite sur le site et la sous-traitance donc externe. Donc, pour les sous-traitants qui étaient sur le site, on a ceux qui participent en fait au nettoyage. Donc, c'est notamment la société Atalian
qui est celle qui a été retenue par Airbus. Donc, eux, ils ont aussi, faut aussi qu'ils aient des protections individuelles puisqu'ils nettoient le site, notamment entre les deux équipes. Donc là, il y a quand même pas mal de problèmes parce qu'il y a des gens qui ont été soit infectés, soit qui se retrouvent en garde d'enfants, bon, etc., ou qui sont des personnes à risque, donc qui sont dans la situation d'Amélie. Donc, en fait, ils ont la moitié des effectifs qui étaient présents sur le site. Donc, au lieu d'être 500 personnes, ils étaient 250. Et donc, ils ont entre 50 et 40% de l'effectif présent. Et donc, c'est sur eux que repose tout le nettoyage du site. Donc, c'est quand même une sacrée responsabilité et ils ne sont pas payés plus pour autant. Ensuite, on a toute la sous-traitance qui intervient directement dans la production des avions. Donc, on a des entreprises comme de Richebourg et Daher qui étaient sur le site. Et là, il y a des élus donc de Daher et de Richebourg qui faisaient le tour du site pour voir si les salariés de ces entreprises-là étaient bien protégés. Or, quelquefois, s'ils n'avaient pas les moyens de protection, c'est Airbus qui les fournissait. Ça, c'est sûr que Airbus a toujours fourni, même quand ce n'était pas leur obligation, puisque c'est les entreprises sous-traitantes qui doivent fournir les moyens de protection, mais quand ce n'était pas le cas, c'est Airbus qui fournissait, dans la mesure du possible, tous les moyens de protection adéquats. Voilà. Donc, mais c'est pareil, les sous-traitants sur site, il y en avait très très peu. Donc en fait, la plus grosse le suivi que l'on a fait au niveau de la CGT Métallurgie, c'est au niveau de la sous-traitance externe, c'est-à-dire à partir de la date de reprise annoncée par Airbus, donc le 23 mars, qu'est-ce qui se passe pour les entreprises sous-traitantes, notamment de la filière aéronautique et au-delà. Et on s'est aperçu qu'en fait, une fois que Airbus a sifflé la reprise, eh bien, tous les sous-traitants se sont mis au garde à vous, soit directement, soit indirectement. Alors, directement, c'est des entreprises de petite taille, c'est-à-dire 70 à 150 salariés, qui n'avaient pas les moyens de rester en fait trop longtemps en inactivité. Donc, on fait reprendre l'activité en utilisant en fait la reprise annoncée par Airbus. Donc là, on est jusqu'à 70 à 80% des effectifs qui ont repris, avec plus ou moins de protection pour les salariés. Ensuite, on a des entreprises un peu plus conséquentes, c'est-à-dire un peu plus avec des effectifs un peu plus importants, qui là ont repris de façon très partielle et très vite. Ils se sont aperçus que c'était un peu compliqué pour continuer dans ces conditions-là, et ils ont fait beaucoup appel en fait au chômage partiel. C'est ça qui est un peu contradictoire, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises à ce jour dans la sous-traitance qui ont fait appel au chômage partiel, soit parce qu'en fait, ils sentaient que c'était très compliqué d'appliquer les mesures de protection pour continuer à travailler dans les mêmes niveaux de cadence. Voilà. Et que donc, du coup, maintenir un atelier en service avec des cadences très réduites, ça ne servait pas à grand-chose. Donc, ils ont fait appel au chômage partiel. Et on a d'autres entreprises, par exemple, pour citer l'ATCOR, qui ont eu recours directement au chômage partiel parce qu'en fait, ils n'avaient pas les moyens, c'est ce que la direction a dit en tout cas, de rémunérer les congés payés. Parce qu'on nous dit effectivement au sein d'Airbus, il faut prendre les congés ou des repos, mais ça veut dire c'est aussi un maintien du salaire à 100%. Et c'est donc l'entreprise qui, quelque part, fait un peu l'avance du truc. Concernant la TCOR, ils ont une trésorerie qui est très délicate et donc la direction leur a annoncé, eh bien, nous, on préfère que ce soit grosso modo l'État qui paye, que ce soit pris sur la trésorerie de l'entreprise. Donc, ils ont fait appel au chômage partiel. Donc, on a des situations très contrastées. On a des sous-traitants qui ont repris le boulot, y compris, pareil, dans des activités que l'on considère non essentielles, qui font reprendre le boulot avec deux équipes, un peu comme chez Airbus. Une équipe, donc 6h midi et 15h, 21h, donc bon, à quelque chose de près. Quelquefois, il y a 3 heures, quelquefois, il y a 2 heures, quelquefois, il y a 1 heure entre les deux équipes pour permettre le nettoyage. C'est par exemple le cas de chez Figeac Aéro. Et on a malgré tout une diminution très forte de l'activité. C'est-à-dire que dans tous les cas, bon, l'activité n'est pas du tout la même qu'avant la période de confinement. Voilà, du fait qu'il n'y a pas l'ensemble des effectifs. Mais il y a quand même encore une fois des salariés qui tiennent à revenir au travail pour plusieurs raisons, parce que peut-être ils en ont marre du confinement, ça c'est sûr, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas perdre des congés payés. Donc ils préfèrent revenir au boulot
en respectant bien sûr les consignes et tout ça, mais ne pas perdre des congés parce qu'ils savent que dans la période qui va arriver, eh bien, ça va bosser tout l'été, il n'y aura plus de congés jusqu'à la fin de l'année, voire peut-être même une anticipation sur 2021. Donc, je pense que on verra dans les semaines à venir, mais c'est peut-être ça qui va se confirmer, c'est le fait que pour essayer de limiter un peu la casse, on va appeler les salariés à travailler de façon continue dans les semaines à venir jusqu'en 2021, c'est-à-dire sans prendre de congés, voire peut-être uniquement 15 jours l'été et encore. Ok, merci. Je pense que c'est un panorama très, très complet, donc c'est intéressant et objectif, donc avec des situations qui sont différentes aussi en fonction des sous-traitants. Ça m'a juste inspiré une question qui revient un peu en arrière, mais j'en ai bientôt fini ensuite pour pas vous prendre trop de temps. Vous avez parlé tout à l'heure de sous-traitance interne. Donc, pour que les gens qui regarderaient ça nous comprennent, ça veut dire des gens qui travaillent en réalité sur le site Airbus, mais qui n'appartiennent pas à l'entreprise Airbus elle-même. Je pense notamment à ce qu'on appelle les sociétés de conseil ou les boîtes de prestations. Donc, des gens qui en réalité sont payés par une autre entreprise et qui sont placés pendant une certaine durée dans Airbus. Est-ce que ces gens-là, quand ils sont dans ces entreprises-là, peuvent bénéficier, eux, de prise en charge d'activités partielles, de choses comme ça? Comment ça se passe pour ces gens-là? Parce que comme ils ne sont pas affectés à Airbus, c'est l'entreprise de laquelle ils sont originaires qui détermine les règles. Tout à fait. Alors, bon, en général, ces entreprises-là déterminent les règles en fonction aussi du client, en l'occurrence Airbus. Donc, si Airbus, on va dire, ferme pendant 15 jours, le sous-traitant, il ne vient pas non plus sur le site. Voilà. Donc, par répercussion, il y a des accords qui se négocient effectivement dans les entreprises de sous-traitance. Alors, on en connaît un certain nombre, on ne connaît pas tout, évidemment. Alors, il y a deux positions, deux positions, il y a deux types différents de sous-traitance. C'est celle liée à l'ingénierie, on va dire, société de conseil, SS2I, etc. Et puis ceux qu'on appelle les entreprises de la sous-traitance de l'aérostructure. Donc, des aérostructures suivent un peu les cadences des chaînes de fabrication. Donc, quand la 320 est quasiment à l'arrêt, la 350 est quasiment à l'arrêt, la 330 aussi, forcément, il y a des répercussions chez les sous-traitants, puisqu'ils sont en général en avance de phase, de diminuer la cadence pour pas que ça déborde au niveau de la logistique et qu'on ne fasse pas des stocks et des stocks, que ce soit chez le sous-traitant ou que ce soit chez le donneur d'ordre. Donc, ça veut dire qu'il y a une répercussion qui est faite. Et là, normalement, il y a Airbus qui devrait donner, si tout va bien, des consignes de façon à ce que les sous-traitants diminuent l'activité, donc ce qui veut dire aussi qu'ils font appel à de l'activité partielle, de façon à ne pas à ce que tout soit lissé et que ce soit lissé pour la reprise de l'activité et de la remontée des cadences. Ça, c'est pour les aérostructures. Pour ce qui concerne l'ingénierie, là, c'est une situation un peu plus délicate parce qu'il y a ceux qui travaillent directement pour le suivi des compagnies aériennes. Donc, ceux-là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont continué à maintenir leur activité. Mais il y a ceux qui sont, on va dire, dans les études, grosso modo, qui sont donc directement liés au plan d'études d'Airbus. Et là, se posent beaucoup de questions parce que Airbus a annoncé dans les bureaux d'études qu'il y avait une baisse assez forte d'activité, voire même de réintégration de certaines tâches de sous-traitance qui étaient donc faites aujourd'hui par ces entreprises de SS2I. Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une crise économique à venir, encore une, je dirais, dans les entreprises plutôt de services. Ce sera, à mon avis, moins vrai pour les aérostructures, parce que, bon, si on reprend la fabrication des avions, il faudra bien qu'il y ait des aérostructures qui se fassent. Par contre, pour toutes les entreprises de conseil, ils ont déjà vécu toute la période de l'arrêt des grands programmes. C'est là où on avait constitué une coordination aéronautique entre les syndicats Airbus et les syndicats de la sous-traitance. Aujourd'hui, ils risquent de revivre une période un peu difficile parce que Airbus va, je pense, se focaliser sur reprendre l'activité
et le soutien à cette reprise d'activité. Et peut-être que tout ce qui était envisagé sur les nouveaux programmes va être un peu sûrement renvoyé à plus tard, dans la mesure où les compagnies aériennes, de toute façon, ne sont plus pressées à la fois pour avoir des nouveaux avions et à la fois peut-être pour avoir l'avion qui se le futur modèle lié à la transition énergétique et tout ça. Donc, on voit que ça veut dire que les études risquent d'être un peu reportées. Et on sait que dans les études, c'est grosso modo entre 50 et 60% des études qui sont supportées par la sous-traitance. Donc, ça veut dire que c'est quand même beaucoup de charges de travail qui sont générées suite à ces études-là, qui risquent de ne d'être reportées dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être annulées, mais ça veut dire qu'il semble, et on a quelques informations là-dessus, qui nous laissent penser que la sous-traitance, notamment des sociétés de services, risque d'avoir quelques mois difficiles, en espérant que ça ne va pas se conclure par des licenciements, parce que ça serait quand même assez compliqué. Et donc, je pense que d'ailleurs, nous, on va remettre, c'est ce qu'on a déjà fait avec la sous-traitance, notamment des aérostructures, mais là, je pense qu'on va remettre, comment dire, sur l'eau, notre coordination aéronautique et services des entreprises, on va dire, de façon à analyser un peu plus finement les conséquences enfin, les conséquences directes pour la sous-traitance, parce que je pense qu'aujourd'hui, 80%, je finirai peut-être là-dessus, 80% de la valeur d'un avion est produit par la sous-traitance. Donc Airbus, malgré tout, même si nous, on a des désaccords avec ça, mais Airbus, malgré tout, surveille le tissu industriel, surveille l'état économique de la sous-traitance, parce que s'il y a des entreprises qui seraient défaillantes et qui malheureusement fermeraient leurs portes, ça veut dire que ça peut mettre à mal la chaîne de production d'Airbus, que ce soit en termes d'ingénierie ou que ce soit en termes de production, de manufacturing. Et donc, ça ne serait pas très bon. Ce qui veut dire que la sous-traitance aujourd'hui, c'est peut-être ce qui fragilise aussi le système industriel d'Airbus. Avoir autant sous-traité, on s'aperçoit que c'est vrai que c'est quand même difficile si un sous-traitant comme Latécoère, par exemple, aurait des difficultés économiques très fortes, ça pénaliserait énormément Airbus. Donc, le destin des sous-traitants est lié à celui d'Airbus et vice-versa. Nous, on appelait ça le destin lié. Aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai. Et je pense qu'effectivement, il faut surveiller très, très finement la situation de la sous-traitance, parce que c'est le tissu industriel, c'est là aussi où il y a les emplois dans les territoires, parce que Airbus est implanté, on va dire, dans la région toulousaine, même on peut dire autour de Toulouse, on peut dire même des fois à l'intérieur de Toulouse. Par contre, la sous-traitance, elle est implantée dans beaucoup de territoires. Donc, que ce soit du côté du Lot, de l'Ariège, du côté des Hautes-Pyrénées, enfin, etc. Donc, ça draine énormément le territoire. Et donc, voilà, ça veut dire que c'est aussi des emplois qui sont locaux et qui donc rejaillissent sur la vitalité du territoire. Et donc, cette sous-traitance-là, elle est vitale. Elle est vraiment vitale à la fois pour maintenir des industries dans les zones rurales, mais aussi elle est vitale pour tous les bassins et le vivier économique. Et donc, je pense que c'est aussi ça qu'on a appelé la responsabilité des donneurs d'ordre à maintenir coûte que coûte ces emplois industriels dans les territoires. Et ça, c'est de la responsabilité, on appelle ça, de notre point de vue, la responsabilité sociale de l'entreprise. Et je pense qu'on est vraiment au cœur de ces préoccupations-là. Ok, alors merci pour ce point sur la sous-traitance qui est très complet. On voit à la fois des difficultés et à la fois ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire des propositions presque législatives qu'on pourrait formuler aussi pour renforcer l'encadrement de la sous-traitance par les entreprises mères. Et on parle beaucoup en ce moment de rétablissement de la souveraineté vis-à-vis des productions sur le sol français ou européen vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur. Mais cette question de la dépendance, elle existe aussi, ça a été, vous l'avez bien dit, entre une entreprise et ses éventuelles sous-traitants. Ce n'est pas exactement la même question, mais il y a des questions d'indépendance, d'autonomie et de ne pas dépendre d'entreprises extérieures. Alors j'ai deux dernières questions et puis après je vous propose qu'on s'arrête, assez rapide. La première, c'est il y a eu un peu une polémique
sur le fait que Airbus avait fait venir des masques et des matériels de protection pour protéger ses salariés, ce qu'on peut comprendre, hein, bien sûr, mais qui renforce la question de savoir est-ce que c'est vraiment essentiel de maintenir ces activités, puisqu'en plus, ça nécessite qu'on fournisse aux salariés des équipements de protection, et est-ce que ces équipements de protection, ils ne seraient pas mieux utilisés ailleurs? C'est souvent un autre argument qu'on donne sur le fait que ces matériels de protection, il vaudrait mieux d'abord les réserver pour les secteurs essentiels et que donc les autres les mettre à l'arrêt. C'est ma première question, comment vous voyez cette chose-là? Ma deuxième, elle est un peu originale et peut-être un peu bizarre, mais je la pose quand même. On voit dans certains pays des chaînes industrielles qui, a priori, ne travaillent pas directement pour la bataille sanitaire, reconvertir leur chaîne en se disant nous, grâce à notre chaîne de production, on peut aider à fabriquer des respirateurs, nous, on peut aider à fabriquer des masques pour les entreprises textiles, par exemple. Est-ce que ça, c'est des réflexions qui ont eu lieu au sein d'Airbus? Et pour le dire autrement, est-ce que de votre point de vue de salarié qui avait l'expertise, vous pensez que les chaînes de production d'Airbus pourraient être utilisées pour aider dans un domaine en particulier? Alors, sur la première question, effectivement, nous, on a considéré que la reprise, on l'a dit, on l'a écrit, la reprise, notamment des chaînes de production, de fabrication des avions, ce n'était pas forcément des activités essentielles. Et donc, et en plus, ça a consommé effectivement des moyens de protection. Et la priorité du moment, et je pense que ça reste la priorité du moment, c'est bien que l'ensemble de ces moyens de protection soient donnés aux soignants. Ceci étant, et on a vu qu'il y a eu des polémiques, effectivement, on a vu les articles de Mediapart et de Marianne autour de ces histoires de masques. Alors Airbus a essayé, je pense, de se refaire une image en affrétant beaucoup d'avions à ses frais pour faire le pont aérien entre notamment la Chine et l'Europe, puisque, et je pense même au-delà, les États-Unis peut-être, puisque Airbus a affrété en quelques jours plusieurs allers-retours en utilisant sa base. Donc, on a une chaîne en Chine qui est à Tianjin, qui est près de Pékin. 150 km de Pékin. Et donc, ils utilisent cette base de Tianjin, en fait, pour faire le pont aérien entre donc la Chine et l'Europe, sachant que dans l'Europe, il y a le Royaume-Uni, il y a l'Allemagne, l'Espagne et la France. C'est-à-dire qu'Airbus est une entreprise européenne, ce n'est pas que français, hein, c'est une entreprise européenne. Et donc, les besoins de masques, ils sont pour l'État français, bien sûr, mais ils sont aussi pour l'Allemagne, pour l'Espagne, pour le Royaume-Uni, voire même l'Italie. Je ne sais pas si ça a été donné, mais en tout cas, le pont aérien, il a été fait pour que les masques, les moyens de protection, parce qu'il n'y a pas que des masques, il me semble qu'il y a des respirateurs aussi, soient donnés aux différents États qui en avaient la nécessité. Voilà. Donc, ils disent, je dis bien, ils disent que 98% des moyens de protection qui sont acheminés sont donnés directement aux soignants à travers donc la logistique qui est mise en place par les États respectifs, puisque ce n'est pas Airbus qui va faire le partage, hein, ça aurait été quand même un peu surprenant. Donc, ils donnent ça aux différentes bases logistiques qui sont prévues par les différents États et ils en gardent un minimum pour effectivement leur propre personnel. Ce minimum, nous, on pense que c'est déjà trop. C'est-à-dire que ce minimum, c'est quand même des milliers et des milliers. Parce que Airbus, c'est quand même en France 55 000 salariés et dans le monde, c'est plus de 130 000. Voilà. Donc, on pense qu'effectivement, la reprise d'activité, en tout cas, a donné une confusion dans le discours. Parce qu'effectivement, la priorité, c'était de donner tous ces moyens de protection aux soignants. Et ce n'était pas la reprise d'activité. Voilà. Donc, ceci étant, on voit bien que les choses reprennent leur cours. Airbus utilise ses avions, ses hélicoptères pour essayer d'acheminer le plus de moyens de protection. Quand elle a essayé de reconvertir une partie de la production, ça semble évidemment à mon avis, difficile à faire quand il s'agit de chaînes d'assemblage d'avions. Par contre, Airbus, c'est aussi des moyens
de production énorme, puisque par exemple sur Toulouse, on a l'usine de Saint-Éloi où il y a quand même des machines-outils, un parc de machines-outils assez important. Sur Nantes, c'est pareil. Sur Saint-Nazaire, on a aussi Stelia, qui est une filiale à 100% d'Airbus, qui a aussi des machines-outils assez performantes. Et donc, il pourrait y avoir une association avec peut-être d'autres constructeurs pour mettre à disposition les moyens de production machines-outils, notamment tout le parc de machines-outils d'Airbus, au service justement de la fabrication de respirateurs ou d'autres matériels médicaux. Et alors, il semble qu'Airbus ait fait une joint venture avec Dyson notamment, mais peut-être avec d'autres constructeurs dans ce sens-là. Mais a priori, ce n'est pas en France, ça serait au Royaume-Uni. C'est-à-dire, ils ont converti a priori des moyens de machines-outils donc sur Brockton dans ce sens-là, puisque Dyson est au Royaume-Uni. Je pense qu'en Allemagne, il y a des choses qui se font actuellement aussi, notamment autour de la fabrication de respirateurs. Par contre, en France, la question n'a pas été. Nous, on l'a posée officiellement dans les réunions de CSE centraux, donc le comité social et économique au niveau central, mais on n'a pas eu de réponse sur, en tout cas, le côté français. Mais je pense que c'est quelque chose de toute façon qui va venir, c'est mettre à disposition les moyens humains et moyens, surtout matériels, au service d'appareils médicaux. Moi, je pense que c'est effectivement une option. Et puis, au-delà de ça, c'est de dire est-ce qu'on a besoin de faire autant d'avions dans les années à venir, parce qu'on avait la projection de faire 35 000 avions, 35 000 nouveaux avions d'ici 2035. On est en 2020, donc en 15 ans, hein, ça veut dire c'est des cadences assez importantes, partagées grosso modo entre Boeing et Airbus. On voit que Boeing est quand même aujourd'hui à l'arrêt du fait du coronavirus, mais était déjà un peu très mal en point avec le 737 MAX. Donc c'est Airbus qui a récupéré un peu la mise. On était à 900 avions dans l'année. On allait passer d'ici peut-être 2025 à 1000 avions dans l'année, ce qui fait des cadences très très importantes. Est-ce que le futur, ça sera de produire de manière aussi intensive le renouvellement de la flotte? Voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Et donc à partir de là, comment reconvertir une partie du parc machine-outils, parce qu'il faut effectivement satisfaire des besoins. On peut faire des avions, mais on peut faire aussi des respirateurs, on peut faire aussi plein d'autres choses. Je pense qu'on a la technicité. Les salariés, certains, on en a parlé entre nous, et certains disent, mais moi, je suis prêt à revenir au boulot si c'est pour faire des choses utiles. Et je pense qu'il y a ce côté-là qui commence à être mis en réflexion, c'est l'utilité du travail de chacun. Et on a énormément de syndiqués, de sympathisants de la CGT qui nous disent mais si c'est pour faire des choses vraiment qui répondent aux besoins des gens, qui sont vraiment utiles et prioritaires dans la période, oui, je suis prêt à faire des heures, je suis prêt même à faire des heures supplémentaires sans qu'elles soient payées, je m'en fiche, mais si c'est vraiment pour répondre à l'utilité, je suis prêt à vraiment à m'engager à fond. Voilà. Et c'est ça la question qui se fait jour un peu aujourd'hui. Et j'espère qu'elle se fera jour dans les prochaines semaines, parce que c'est de ça que va dépendre peut-être l'avenir de notre industrie. C'est répondre à l'utilité des besoins de la population. Merci beaucoup. Je pense que c'était très, très complet. Moi, de mon côté, j'ai un peu épuisé les questions que je voulais vous poser. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être. Non, juste vous dire l'état un peu, parce que j'ai regardé avant, l'état un peu de la situation des autres sites d'Airbus dans le monde, puisque vous savez que Airbus, je le disais, c'est une société européenne, mais c'est aussi une société qui s'est mondialisée. Donc on peut dire qu'en Chine, donc ça a été totalement à l'arrêt pendant pratiquement 3 semaines, et là on est dans une situation de reprise partielle. Donc c'est peut-être la chaîne en Chine qui est la plus productive aujourd'hui. Voilà, paradoxalement. En Allemagne, on a des sites de Brême et de Stade qui sont à l'arrêt du fait qu'ils sont en chômage partiel, parce que comme ils sont en avance de phase sur la chaîne de production, ben, ils n'arrivent plus à livrer parce que bon, les cadences ne suivent plus. Au Royaume-Uni, c'est totalement à l'arrêt du fait des injonctions gouvernementales. On voit peut-être qu'avec Johnson, ça va aller encore de mal en pis.
aux États-Unis, la chaîne à mobile est aussi à l'arrêt jusqu'au fin avril, du fait aussi des injonctions gouvernementales. Donc, ce n'est pas le fait que ce soit Airbus qui a décidé l'arrêt, c'est le gouvernement qui a obligé l'arrêt. On n'est pas tout à fait dans la même situation, mais c'est à l'arrêt. En Espagne, c'est en arrêt. Au Canada, c'est à l'arrêt. Et en France, donc, on est soi-disant sur une reprise partielle, mais comme je l'ai dit, en avril, on a 15 jours de congé ou de repos à poser, donc on voit que la reprise, elle est vraiment très, très limitée. Donc on s'aperçoit que malgré, encore une fois, la volonté de reprise qu'a annoncé Airbus, on est quasiment à l'arrêt dans tous les pays au monde où il y a une implantation d'Airbus. Merci, je pense que l'éclairage international, il est utile parce qu'il permet aussi de montrer que il ne suffit pas seulement de laisser décider les entreprises, mais qu'après, est-ce qu'il y a des mesures nationales où on dit tel secteur est essentiel, tel secteur ne l'est pas. Voilà. Et donc les gouvernements réagissent différemment. Merci beaucoup à vous. J'espère que ce sera utile. Voilà. D'avoir participé à l'audition et bon courage pour la suite des discussions. Pas de